de l'espace patrimoine. Je suis en compagnie de Samia, qui est proposée à l'accueil tout l'été pour une deuxième année. Et on voulait vous présenter l'espace parce que c'est tout nouveau et vous expliquer ça veut dire quoi l'espace patrimoine. Alors, vous allez pouvoir découvrir dans cette salle-là différents artefacts, des objets, des photos qui ont été réunis autour du thème Histoire au fil de l'eau. L'idée de cet espace-là, c'est de se souvenir de nos ancêtres, de la vie qu'ils ont vécue. Et on est parti pour une première exposition parce qu'ici, ce sera des expositions toujours temporaires. Alors, à chaque année, on va avoir un nouveau thème. Cette année, on a commencé par Histoire au fil de l'eau, autour du lac. Alors, le lac était très important pour le développement au début de la colonisation parce que c'était une source de revenus. Au début, les colons avaient beaucoup de difficultés à vivre parce qu'il n'y avait pas vraiment d'économie. Les gens s'installaient, défrichaient, installaient leur famille. Et c'est en coupant le bois sur leur terre et en participant aux opérations de drave sur le lac qu'ils ont réussi à faire un peu de sous pour que la famille puisse survivre dans des conditions assez ardues de l'époque. Alors, pourquoi aussi j'ai choisi le lac, c'est qu'il y a une histoire autour du lac. C'est un grand lac, on l'appelle aujourd'hui le Grand Lac Saint-François, mais à l'époque, ça s'appelait le lac Saint-François. Et quand on parle de l'époque, on parle des années 1844-48, c'est des années où on a commencé à coloniser Lambton. Et il y a eu un premier barrage au bout de ce lac-là dès les années 1860, qui a été installé par une compagnie forestière qui était installée à Bramptonville. Et ce petit barrage-là a été fait pour permettre la drave sur le lac. Alors, il y avait un immense bassin versant. L'hiver, les bûcherons coupaient les arbres autour des cours d'eau. Puis là, ils faisaient des petits barrages là, pour préparer la levée des eaux du printemps. On amenait tout ce bois-là au lac et on l'amenait au bout du lac qui est aujourd'hui au niveau du barrage Allard. Et les bois s'en allaient tranquillement sur la rivière Saint-François, comme ça, jusqu'à Bramptonville. Alors, le premier barrage-là, en 1860, a été réparé un peu plus tard et c'est en 1914 qu'il y a eu une décision prise par le gouvernement à la demande des forestières de faire un barrage plus imposant pour relever le barrage, le niveau de l'eau à plus que 26 pieds au-dessus de son niveau naturel. Et ce qu'on voit sur la carte qu'on a préparée, c'est une carte historique qui a été faite ici. Alors, ça a donné ce relèvement de l'eau, ça a causé des problèmes, des soucis, si on veut, aux riverains. Il y a des expropriations, ça n'a pas été facile. Et ça a aussi eu comme conséquence de créer ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la rivière Sauvage, la baie Sauvage, parce qu'avant c'était un petit cours d'eau tout étroit et aujourd'hui on peut se promener là et c'est assez large. Dans l'exposition d'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on présente ces différents impacts-là de relèvement des eaux et on parle un peu du métier de la drave. Alors, on a réussi j'ai travaillé avec la Société historique de l'Israélie qui m'a fourni des photos et des objets qu'on a exposés, mais aussi j'ai eu beaucoup de prêts de citoyens de Lambton, des gens qui m'ont prêté des culottes de drave, des tuques, des bas de laine, des bottes de drave, des outils, des haches. Alors, si vous venez faire un tour, j'ai pas mal toujours écrit qui a prêté des objets pour que l'exposition ne soit pas seulement une exposition sur la drave en général, je voulais la personnaliser. Alors, quand j'avais de l'information qui parlait des gens de Lambton, ou de personnes de Lambton, on parle à cette époque-là, Lambton, Sainte-Praxède, Courcelles, c'était pas mal toute la même affaire. C'est avec le temps qu'il y a eu du délestage, la création de Sainte-Praxède et de Courcelles. Mais on a des photos avec des gens de ces municipalités-là. Alors, quand on avait l'information, je l'écrivais sur les photos. Alors, vous allez voir que vous allez probablement reconnaître des noms de personnes que vous connaissez, ou des cousins, des mononcles, des connaissances. Et l'exposition a été pensée pour l'auto-visite. Alors, Samia, elle, quand elle vous accueille, elle va vous accueillir, elle va vous dire qu'est-ce qu'il y a à voir, mais vous allez pouvoir par vous
vous-même lire les petites affichettes, puis vous faire une idée, là, puis une appréciation de ce qu'on vous présente. Alors, on parle du métier de draveur, on parle aussi du métier de bûcheron, parce qu'il fallait d'abord bûcher, mais c'est pas toujours les bûcherons qui devenaient draveurs. Il y avait des draveurs comme professionnels, mais souvent le bûcheron faisait une partie de drave dans sa saison. L'autre chose qu'il fallait faire, que je voulais faire aussi, c'est de valoriser ces métiers-là, parce que c'est des métiers très difficiles. Les gens partaient à l'automne, tard, et avec leur havre-sac, et revenaient souvent seulement qu'au printemps, là, quand on parle mois de juin, des fois mois de juillet, parce que même quand la drave était terminée, il fallait retourner sur les cours d'eau pour remettre dans les cours d'eau les bio qui étaient restés sur les rives pour ne pas rien perdre. Alors, c'était des métiers difficiles, toujours dans l'eau, et très dangereux. Et dangereux, on a des petits extraits d'articles de journaux qui démontrent que c'était dangereux d'une part de se promener sur les bio. Dans ce temps-là, il n'y avait personne qui savait nager. Et il n'y avait pas d'équipement de sauvetage. Et d'autre part, il y avait l'opération dynamitage qui était très dangereuse parce qu'il se formait souvent des embarques quand le cours d'eau faisait des méandres. Il y a plusieurs personnes, dont il y a quelqu'un sur la rivière au Bleuet, entre autres, qui avait voulu bien faire en réchauffant sa dynamite près d'un feu, puis évidemment ça a sauté et il a perdu la vie dans la vingtaine. Alors c'était des métiers difficiles. Ces gens-là se levaient tout le matin, à 5 heures du matin, ils mangeaient 4 fois par jour, on allait leur porter les lunchs dans le courant de la journée sur les lieux. C'était vraiment une très grosse opération. On avait des camps de draveurs, on avait des camps de bûcherons aussi, mais on avait des camps de draveurs. Et il y avait des équipes de cuistots, il y avait des équipes pour entretenir l'équipement. Même dans le cas quand on était dans la partie où on apportait le bois de la forêt jusqu'au bord des rivières, ça se faisait avec des chevaux. Alors on avait des forgerons, il y avait beaucoup de corps de métier sur place, ça faisait vivre beaucoup de monde. Et c'est comme ça que les gens arrivaient à avoir un petit salaire plus décent pour faire vivre leur famille le restant de l'année. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que j'entends les artefacts, ce sont des bottes de draveur qui sont spéciales, il y a des bottes de bûcheron, il y a des godans d'or. On a même eu des outils là, comme les crève-cœurs, crève-cœurs parce que c'était on accrochait avec une espèce de cerclage de fer, on accrochait des gros bio pour les transporter justement sur le bord des rivières. On a même eu des mécanismes d'aiguisage d'ici, de godans d'or, c'est pas évident, qu'on mettait sur des chaises. Alors, je vous invite à venir faire un tour, voir tout ça, essayer de vous mettre dans la peau du draveur ou du bûcheron et essayer d'avoir un peu d'empathie pour ces colons-là et apprécier ce qu'on a aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, même la génération de Samia encore, je pense qu'elle n'aurait pas pu survivre dans ces conditions-là qui étaient vraiment pas idéales. Ces gens étaient toujours dans l'eau, les draveurs entre autres, ou c'était mouillé quand ils étaient bûcherons, il fallait toujours faire sécher dans le petit camp, on vivait très très serré, il y avait beaucoup de poux, mais on sortait le dimanche. Le seul moment où on pouvait avoir un peu de temps de répit, c'est le dimanche. Alors on y avait tout ici, on a comme artefacts, des objets, des équipements qui prenaient pour se couper les cheveux entre eux, se faire la barbe pour recevoir de la visite quand c'était possible. Alors voilà, ça fait le tour un peu de l'exposition. L'année prochaine, ce sera une autre thématique. Et probablement, la thématique va suivre l'évolution, si on veut, du développement de Lambton. Alors, une fois qu'on a passé l'époque bûcheron, draveur, on va aller tranquillement améliorer nos techniques d'agriculture. Fait que l'année prochaine, probablement, on va aller vers ça, parler un peu plus d'agriculture, le travail dans pas les cabanes à sucre, mais les érablières. On va essayer d'adapter notre présentation à l'évolution de Lambton. Alors voilà pour le moment. Et pour compléter cette exposition-là, parce que ici, c'est comme je vous ai dit, c'est temporaire, on a travaillé sur 2 autres projets. Un, c'est de faire la ligne du temps de Lambton et on a fait un mur de personnalité.
Qu'est-ce que ça veut dire, la ligne du temps? La ligne du temps, en fait, ça représente des dates. J'ai regroupé par tranche de 20 ans, depuis la création de Lantern dans les années 1840. Par tranche de 20 ans, on a mis les principaux événements qui ont participé au développement de la municipalité. On a indiqué aussi une ligne de population, donc les résultats de recensement à tous les 10 ans. Et on a mis aussi en même temps quelques repères de ce qui se passait au Québec durant ce temps-là. Cette ligne du temps est assez spéciale parce qu'elle a 4 pieds par 8 pieds. C'est assez impressionnante, elle est peut-être longue à lire, mais dépendant de vos intérêts, il y a toutes sortes il y a des dates, il y a des événements, puis il y a des petites anecdotes. Alors ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Puis j'ai appris ça, moi c'est ma première ligne de temps à vie, mais je sais que les jeunes ont appris ça, je pense en secondaire 2 ou en 3, à faire des lignes de long secondaire. Bon, eux autres, ils ont appris ça, fait que moi c'est une professeure, c'est ma belle-fille, Eliane, qui m'a montré comment faire une ligne de temps, elle m'a sorti ses livres, elle m'a dit, bon, tu peux faire ça, 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 ça. Fait qu'à partir de ça, j'ai fait cette ligne-là. Et dans ces travaux-là, moi j'ai été très bien accompagnée par un historien qui s'appelle André Girard, qui habite à Saint-Sébastien. Alors lui, il m'a accompagnée là-dedans, il a fait beaucoup de recherches durant tout mon projet, là. Et c'est une synthèse, mais c'est ma 4e version de ligne de temps, parce que j'avais mis beaucoup d'événements, mais à un moment donné, il faut choisir pour être capable d'être lu par quelqu'un. Ça, c'est pour la ligne du temps. Puis dans toutes ces recherches-là, avec André aussi, on avait trouvé des individus qui avaient eu une importance importante pour l'importance importante, ça marche pas, qui avait eu un impact sur le développement de Lantern. Alors, ces gens-là, on a voulu les mettre en évidence. Alors, on a créé un mur de personnalité. Donc, c'est des gens qui sont liés à Lantern, soit parce qu'ils sont nés à Lantern, ou soit et qui ont fait des choses spéciales. Et sinon, c'est des gens qui sont passés à Lantern, mais qui ont eu un impact sur la communauté. Alors, on parle du curé Bello, on parle de Louis Gagnon, qui est un architecte, on parle de Madame Marie Labrec, qui était religieuse, mais qui a aussi beaucoup travaillé auprès des filles-mères, qui a d'ailleurs fait changer le nom de fille-mère par mère célibataire. Elle est née ici, elle était 30 ans religieuse, elle est revenue rester ici avec son mari. Elle est retournée, mais elle s'est occupée aussi des travailleuses du sexe à Montréal, et elle est décédée l'année passée à l'âge de 100 ans. Alors c'est de ces genres de personnages-là qu'on essaie de faire connaître, des gens de Lantern. On a aussi plusieurs personnages qui ont eu comme des vies actives au niveau politique, soit municipal, provincial ou fédéral. Et c'est un travail qui va toujours progresser, ça, c'est l'identification de ces personnages-là. Alors, il nous manque un petit élément là, de connaissance plus pointue de ces personnages-là. Fait qu'on est ouvert à toute proposition pour documenter et trouver des photos surtout de ces personnes-là pour les mettre sur notre mur. Alors, ça, c'est les 3 gros projets nouveaux de cette année qu'on retrouve dans le presbytère. Presbytère qui se prêtait bien à ces expositions-là, puisqu'il est cité patrimonial au niveau du ministère de la Culture, ainsi que l'église et le cimetière. Alors, on retrouve ces éléments-là de patrimoine dans un édifice patrimonial, fait que ça complète. Ce qu'il faut que j'ajoute là-dedans, c'est que ces éléments-là viennent compléter des travaux qui ont déjà été faits par Patrimoine-Art. Patrimoine-Art existe depuis l'an 2000, mais Patrimoine-Art s'est d'abord attardé à conserver le patrimoine religieux, l'église, les monuments. Ils ont sorti du sous-sol et rénové des statues. Ils ont fait un genre de circuit à l'intérieur de l'église qui explique plein d'éléments de l'évolution de l'Église, de son architecture, etc. Ils ont fait des travaux aussi pour conserver le charnier, les croix, le nom me manque, là, mais
Ils ont fait beaucoup de choses au niveau religieux. Il y a eu aussi une période dans les années 2016-2017, on a fait un circuit historique, il y a quelques panneaux qui ont été installés. On parle des médecins, on parle de certains événements comme des incendies. Mais là, on arrive où on est allé à une autre étape, on vient comme compléter ce tableau-là patrimonial pour Lambton. À ces projets-là, on a fait aussi tout ce que je vous raconte, c'était fait durant la période de la COVID. Ça nous a pris 2 ans de faire ça. On a travaillé aussi sur le patrimoine vivant. On appelle ça le patrimoine immatériel. On est allé chercher des témoignages de personnes qui ont un certain âge et qui sont nées à Lambton ou qui ont fait longtemps qu'ils y habitent et qui avaient des choses à nous raconter. Alors, on a eu des témoignages de M. Luc Trondin, Normand Saint-Pierre, Normand Morin, on a eu M. Marius Marceau, Mme Pierrette Marceau. Alors, on a fait plusieurs vidéos qu'on a commencé à diffuser présentement sur la télévision communautaire, mais on peut voir toutes ces vidéos-là aussi au presbytère durant l'été. Tantôt, en parlant de vidéos, j'ai oublié de vous dire que pour compléter l'exposition temporaire sur la DRAB, entre autres, là, on a emprunté pour l'été une belle vidéo sur la DRAC qui a été tournée dans les années 1950 par l'Office national du film. Et on voit vraiment, là, ça nous permet d'entrer dans le métier, de voir comment les hommes travaillaient de façon très habile sur les cours d'eau. Et tout ça est accompagné par une musique, une chanson faite par Félix Leclerc. Alors là, je vous ai parlé 1, 2, 3, 4 projets. Un 5e projet, ça a été de faire aussi, dans la même période, on a fait un circuit pédestre, patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, lui, il y avait eu un intérêt de la MRC du Granit d'outiller les municipalités de la MRC pour améliorer la promotion touristique. Et dans cette veine-là, ils ont trouvé que, mettre en valeur le patrimoine bâti, ça pourrait être un bon levier au niveau du tourisme. Alors, ils ont fait un inventaire dans toutes les municipalités de la MRC, il y en a 20. Ils ont inventorié toutes les maisons construites avant 1950. Ils nous ont envoyé les résultats de l'inventaire et ils ont évalué leur potentiel patrimonial dans le sens, est-ce que la maison a été bien conservée? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que les ajouts qui ont été faits, on peut les enlever si quelqu'un veut retrouver le caractère patrimonial de sa résidence? Alors, ils ont fait des évaluations par rapport à l'architecture, sans pour autant, par contre, travailler au niveau de l'histoire de la maison. Mais à partir de ça, on a identifié des maisons dans le cœur villageois de Lambton, 16 maisons. Et on a fait un circuit patrimonial. Alors, l'idée, c'est de décrire un peu notre style architectural ici à Lambton, qui est particulier, est unique. Chaque municipalité a son propre style architectural. Et on a fait une description des maisons, du style architectural et une description du niveau historique, qui l'a habité, sur quel lot ça a été construit, s'il y a des histoires, s'il y a un maire qui a habité là, s'il y a une personne connue qui a habité là. Alors, ça permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Lambton. Puis en même temps, j'ai fait une brochure là-dessus et on a fait aussi, on rend disponible le circuit sur les appareils mobiles, sur les cellulaires. Alors, c'est sur l'application Ondago. Alors, on a 2 façons, plutôt que d'aller vers des panneaux d'interprétation devant chaque maison, c'est pas toujours apprécié, ou c'est des produits aussi qui se détruisent facilement avec le temps à cause du soleil. Alors, on a fait plus quelque chose de virtuel et quelque chose de papier comme pour les gens qui n'ont pas de téléphone. Alors, ça complète un peu, puis encore là, tout ce projet-là, on l'a fait avec, avec André Girard, qui a fait toutes les recherches historiques, et avec aussi Denis Bélanger, le notaire, qui lui a fait toute la partie recherche de titres. Alors, on a fait des grosses recherches pour une dizaine de maisons. Puis l'année prochaine, on regardera peut-être les maisons plus dans les rangs, mais cette année, on s'est consacré au cœur villageois. On n'a pas mis toutes les maisons, mais on voulait avoir l'échantillon
de 1 ou 2 échantillons par style architectural. Alors voilà, c'est ça les nouveautés cette année au niveau touristique, patrimoine. L'autre chose dont on peut parler, hein, Sonia, c'est qu'au niveau du bureau d'accueil, maintenant, je ne sais pas si tu as un petit mot, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, ben, au niveau du bureau d'accueil touristique, on a une grosse nouveauté cette année. C'est le magasin général avec des produits du marché public qui est présent chaque jeudi derrière le presbytère. Niveau touristique, il y a aussi au parc du Grand Lac Saint-François une nouveauté de canoë-kayak qui peuvent être loués, des planches à pagaie aussi. Donc ça peut être intéressant. Le marché qui est à toutes les semaines cette année, tous les jeudis, ça c'est nouveau, l'année passée c'était aux 2 semaines. En gros, c'est pas mal ça. Puis nous, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'on a réouvert la galerie. On a eu une année, il n'y avait pas de galerie ouverte à cause de la COVID, mais ça a réouvert l'année passée. Mais cette année, c'est plus dynamique, la galerie d'art. Cette année, bon, il n'y a pas de symposium. Ça fait déjà 3 ans qu'il n'y a pas de symposium. On avait l'habitude d'un symposium, mais on change les formules. Maintenant, on s'adapte. La COVID a permis de s'adapter. Alors, ce qui arrive, c'est que durant 3 fins de semaine, la Galerie d'art va accueillir quelques artistes sur place. Alors, elle va faire la publicité là, de ses invités. Alors, il y a une fin de semaine au mois de juillet, encore qui s'en vient. Il y en a eu une il y a 2 semaines. Puis il y en a une, je pense, durant le mois d'août. Alors, ça serait une autre façon de rencontrer des artistes de façon plus intime, si on veut. Donc, on a cette année toutes sortes comment je pourrais dire, d'œuvres. On a des peintures, il y a de la céramique, du travail du bois. C'est très joli. Et cette année aussi, à même la Galerie d'art, on a repris le concours de photos qui avait été abandonné durant 2 ans à cause de la COVID. Donc cette année, on a fait la 5e édition du concours de photos. Ce concours-là s'adressait à des photographes amateurs, jeunes ou membres de clubs de photos. Et les photos, on en a retenu 15 et ils sont exposés à la Galerie d'art. Et on a fait le dévoilement des gagnants la semaine dernière. Alors ça, c'est une belle activité, ça fait 5 ans, les gens semblent apprécier, on a des belles participations, puis les jeunes s'intéressent, puis l'année prochaine, on va avoir même une formation, on a un atelier de photo à l'école même pour les enfants, les étudiants de 6e année, parce qu'on leur offrait depuis 2 ans un atelier un samedi matin. Des fois c'est plus difficile, mais là on va aller directement à l'école pour encourager la participation de ces jeunes-là. C'est une forme d'art qui est facilement accessible et dans le cas des jeunes, on leur a donné des ateliers pour se servir du cellulaire pour prendre des photos. Alors c'est toujours les mêmes principes de cadrage, faire attention au soleil, tout ça, mais ça donne des beaux résultats. Alors, vous êtes invités à venir voir ces photos-là parce qu'il y a déjà eu des prix de donner, mais il y aura un prix coup de cœur qui sera donné à la fin de l'été. Alors, si vous venez faire un tour, vous votez pour la photo coup de cœur et puis le photographe ou la photographe qui aura gagné le plus grand nombre de coups de cœur, ben, il aura 25$ pour elle ou lui. Ça fait pas mal le tour de nos activités cette année. De nos nouveautés. Alors, merci.